Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Ivan Timofeev, professeur associé à l'université MGIMO, également directeur de programme au club de discussion Valdai et directeur général du Conseil russe des affaires internationales. Donc, venant de Moscou en voiture, je suis très heureux de m'entretenir à nouveau avec vous. Bonjour Glenn, ravi de te revoir. Merci pour l'invitation. Eh bien, je voulais vous interroger sur certains articles que vous avez écrits. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur les négociations en cours entre les États-Unis et la Russie. Encore une fois, je considère que ce sont les deux principaux acteurs, bien sûr, étant donné qu'il s'agit en grande partie d'un conflit OTAN-Russie, qui se joue avec l'Ukraine comme intermédiaire. La situation semble osciller d'un côté à l'autre. D'abord, Trump a dit qu'il prendrait ses distances avec la guerre, puis qu'il allait négocier, ensuite il a semblé s'impliquer de plus en plus, et maintenant il affirme que ce n'est pas sa guerre et que nous nous préparons à nous retirer. Voyez-vous une issue possible pour qu'un accord soit conclu entre la Russie et les États-Unis, ou bien n'y a-t-il aucune perspective, et cela ne fait-il que prendre du temps? Eh bien, je pense que pour répondre à cette question, nous devrions essayer de comprendre les intérêts des États-Unis tels que les voit le président Trump. Apparemment, il estime que la question ukrainienne n'est pas une priorité majeure pour les États-Unis, et c'est pourquoi elle ne mérite pas les investissements massifs qui avaient été consentis auparavant. Ainsi, l'afflux de milliards de dollars pour renforcer les capacités militaires de l'Ukraine, directement et indirectement, n'apporte tout simplement pas de bénéfices politiques suffisants pour les États-Unis. Il ne considère pas la Russie comme un défi existentiel majeur pour les États-Unis. Et puisque la Russie n'est pas un défi existentiel majeur, alors quelle est la raison d'investir dans ce conflit? Donc en suivant cette logique, il y a deux options. La première option est de conclure un accord, et sa diplomatie essaie de le faire. Cependant, la Russie a ses propres intérêts et ses propres exigences, et Moscou n'a pas l'intention de faire de compromis, du moins de manière significative. Sur les principales revendications liées à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, à la présence de troupes étrangères, aux droits des russophones et au statut des nouveaux territoires, ce qui est également un problème. Donc s'il n'obtient pas d'accord, je parle de M. Trump, alors l'option pour lui est simplement de s'abstenir sur cette question, n'est-ce pas? Ainsi, les États-Unis pourraient continuer à fournir certaines ressources à l'Ukraine. Mais dans ce scénario, l'Ukraine perdrait sa place de sujet numéro 1 pour les États-Unis. M. Zelensky était autrefois un héros au sein de la communauté politique américaine durant les premières années de ce conflit. Aujourd'hui, l'Ukraine reste un sujet important, mais n'est plus aussi présent ni aussi sollicité à Washington, D.C. sous la nouvelle administration. Les deux options sont donc possibles. Je pense qu'il essaiera de conclure un accord. La question porte sur la viabilité et la durabilité de cet accord. Mais si l'accord échoue, il pourrait imposer une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Mais en même temps, il pourrait tout simplement s'abstenir de jouer le rôle que les États-Unis tenaient sous l'administration Biden. Eh bien, il semble que puisque les Européens et les Ukrainiens sont d'un côté et les Russes de l'autre, il existe un très grand fossé entre eux. On dirait qu'il pose un ultimatum. Soit on conclut un accord, soit on s'en va, et que cette pression vise surtout les premiers. Autrement dit, ce n'est pas vraiment une pression pour la Russie si l'Amérique se retire de cette guerre. En réalité, ce serait même très avantageux pour elle. Mais d'un autre côté, l'Amérique n'a pas vraiment de levier pour faire pression sur la Russie. Tout a déjà été tenté et absorbé.
Donc s'il veut parvenir à un accord, j'imagine que de façon pragmatique, la pression doit s'exercer sur les Ukrainiens et les Européens. Mais est-il capable d'obtenir un accord cependant? Car contrairement à ce qu'on entend dans les médias, ni Trump ni Poutine ne sont des dictateurs. Ils ont un système politique derrière eux. Ils doivent vendre tout ce qui en découle. Penses-tu donc qu'ils soient réellement capables d'obtenir l'approbation intérieure pour cela, ainsi que pour l'accord qu'ils recherchent? Mr. Trump, Eh bien, M. Trump a de la crédibilité au sein de la communauté politique américaine pour conclure un accord. Il est clair qu'il ne compromettra pas les intérêts des États-Unis. Et il est partisan d'une diplomatie réaliste, ce qui implique des compromis. Donc, en un sens, la différence entre Trump et Biden réside dans leur style de diplomatie. Dans le cas de Biden, la diplomatie occidentale, en général, suit la logique du XXe siècle. C'est la logique de la capitulation. Soit la Russie capitule, soit nous continuons. Mais cela ne fonctionne pas. La Russie ne capitule pas, et elle ne le fera pas. But this doesn't work. Russia does not capitulate and it won't. As far as the leverage is not as effective. Dans la mesure où la pression n'est pas suffisamment efficace pour forcer la capitulation de la Russie, la diplomatie revient alors au style du XVIIIe siècle, lorsque les différends militarisés menaient rarement à l'effondrement de l'adversaire. Ces conflits se terminaient généralement par des accords, des compromis, n'est-ce pas? Ainsi, Trump adopte aujourd'hui ce style de diplomatie du XVIIIe siècle plutôt que celui du XXe siècle. En ce sens, il est raisonnable de s'attendre à une certaine volonté de concession mutuelle. Et je crois que les deux dirigeants disposent du niveau de légitimité et de confiance nécessaire dans leur société, dans leur système politique, pour conclure un tel accord et même accepter certains compromis acceptables pour chaque partie. To each side. Eh bien, vous parlez de compromis, que les deux parties pourraient être prêtes à céder sur certains points. Que voyez-vous du côté russe? Sur quoi pourrait-il être prêt à faire des concessions? Parce que, encore une fois, la position russe a été la neutralité d'Ukraine, ce qui signifie aussi pas de soldats de l'OTAN sur place, l'acceptation de la perte de ces 4 territoires, la réduction de la taille de l'armée ukrainienne, la dénazification, c'est-à-dire le départ du gouvernement actuel, des droits pour les russophones, etc. Mais est-ce une position de départ ou tout cela est-il non négociable? Parce que, vous savez, en général, on se laisse une certaine marge de manœuvre. Je veux dire, s'il s'agit de réduire la taille de l'armée ukrainienne, de combien? Concernant l'acceptation de la perte de 4 territoires, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une ouverture à modifier certaines frontières administratives, en fonction des territoires réellement contrôlés par chaque camp? Encore une fois, Poutine ne vous le dit pas, mais que voyez-vous comme possibilité? À votre avis, sur quel point la Russie pourrait-elle être prête à faire un compromis? Eh bien, la première étape que la Russie peut réellement proposer comme une sorte de geste de bonne volonté, ou pas seulement un geste de bonne volonté, mais aussi comme un atout de négociation, n'est-ce pas? Et c'est un atout important, c'est un accord pour un cessez-le-feu. Pour la diplomatie russe, un cessez-le-feu n'est pas une fin en soi. Cela peut être un instrument pour atteindre des objectifs plus larges, et c'est un atout de négociation, n'est-ce pas? Parce que l'armée russe progresse pas à pas, et la situation de l'Ukraine empire, n'est-ce pas? Donc, si l'armée russe s'arrête, cela constituerait en soi une sorte de concession de notre part, n'est-ce pas? Quant aux paramètres plus larges, je dirais que les points que vous avez mentionnés resteraient, mais beaucoup dépendent des détails, n'est-ce pas? Donc, si nous examinons, par exemple, les paramètres de la ligne de démarcation entre les deux armées et la création d'une nouvelle frontière, il y aura une discussion, n'est-ce pas, sur la manière de l'établir.
Y aurait-il un espace neutre entre ces armées? Quelles seraient les nouvelles frontières reconnues par ou en fait acceptées par la Russie comme acceptables, n'est-ce pas? Et encore une fois, il est clair que la Crimée n'est absolument pas un sujet de discussion. Mais qu'en est-il de la présence de troupes russes dans l'oblast de Kharkiv, dans l'oblast de Sumy par exemple? Elles ne sont pas reconnues comme faisant partie de la Russie, mais certaines parties de ces oblasts sont contrôlées par des troupes russes. Encore une fois, il s'agit d'un autre moyen de négociation. Ici, nous pourrions avoir une certaine marge de manœuvre. En ce qui concerne la République populaire de Donetsk, la question reste la suivante. Dans quelle mesure les Américains seraient-ils prêts à reconnaître le contrôle des Russes et sur quel territoire? S'agirait-il du territoire effectivement contrôlé ou des frontières administratives, ce dont je doute, ou d'autres choses? Mais pour revenir à ces moyens de négociation, je pense que dans les mains des Russes, le cessez-le-feu est l'un des fruits les plus faciles à cueillir. C'est quelque chose qui peut être échangé contre certaines obligations sur d'autres questions. Il semble pourtant que ce serait très difficile à faire accepter, si, comme vous le dites, on considère en Russie aujourd'hui que l'Ukraine est à bout de force. Les Américains se retirent, et vous savez, au seuil de la victoire, on accepterait un cessez-le-feu, alors que les Européens ont déclaré qu'ils continueraient à fournir des armes. Vous savez, les Britanniques disent qu'ils pourraient envoyer des troupes. Cela ne serait-il pas très difficile à faire accepter en Russie, ou faudrait-il obtenir quelque chose de significatif en retour pour justifier cela auprès d'une population qui a elle aussi souffert dans ce conflit? Eh bien, je pense que l'apparition de troupes occidentales en Ukraine est inacceptable pour la Russie. Et c'est assez dangereux pour l'Occident en général, n'est-ce pas? Parce que si le conflit redémarre à un moment donné, alors quel serait le rôle de ce groupe? Serait-il impliqué dans un nouvel affrontement militarisé? Et si c'est le cas, quelle serait la direction de l'OTAN? Et les membres de l'OTAN, les autres, sont-ils prêts à s'impliquer dans un différend militarisé avec la Russie, dans une guerre avec la Russie, n'est-ce pas? Donc c'est une grande question. Quant aux autres paramètres, je dirais que la Russie peut négocier sur certains détails, mais si ses principales exigences sont satisfaites, même en tenant compte de certaines concessions au niveau des aspects techniques ou tactiques, etc., alors nous pourrons voir les résultats de la guerre, de la campagne militaire, et cela sera soutenu par la société, à mon avis. Je voulais élargir un peu le sujet, car la Russie et les États-Unis ne parlent pas uniquement de l'Ukraine. Il est reconnu qu'ils se préparent à un nouveau monde, en quelque sorte. Et une partie de la discussion concerne un article que vous avez récemment écrit qui porte sur la question du Nord Stream. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit, après la destruction de Nord Stream, que tout le monde reconnaît désormais comme étant le fait des États-Unis, fort, sinon directement, ce qui est probablement le cas, du moins avec leur feu vert et leur assistance. Mais malgré tout, il y a maintenant des discussions entre la Russie et les États-Unis pour relancer ce gazoduc. Mais au lieu d'être un projet Europe-Russie, ce serait un projet américain, si je ne me trompe pas. Pensez-vous que cela soit probable? Parce que d'un côté, les Américains n'ont jamais aimé que l'Europe devienne trop dépendante de la Russie. Même pendant la guerre froide, comme vous l'écrivez, ils voulaient perturber la coopération énergétique entre les Russes et les Européens. D'un autre côté, cela renforcerait aussi le pouvoir des États-Unis sur les Européens. Cela leur apporterait également des revenus supplémentaires. Et la Russie pourrait diversifier ses ventes. Donc c'est un peu gagnant-gagnant, enfin pas pour les Européens, mais pour les États-Unis et la Russie. Donc, malgré tout, pensez-vous que cela va avancer?
parce que cela semble tout de même aller à l'encontre de certains des intérêts traditionnels des Américains, du moins. Well, yeah, you're right that there is a legacy of the US. Eh bien, oui, vous avez raison de dire qu'il existe un héritage d'opposition américaine vis-à-vis des projets de gazoduc russes. Trump, lors de son premier mandat, était un partisan et un défenseur de la politique de confinement des projets russes, des itinéraires alternatifs qui relieraient directement la Russie aux marchés européens, au marché de l'UOBER. Donc maintenant, eh bien, il y a des spéculations sur d'éventuels changements, même s'il n'y a aucune déclaration officielle à ce sujet. Aucune déclaration officielle, seulement des spéculations dans les médias. Donc vraiment, il y a de nombreux obstacles à la coopération entre les États-Unis et la Russie sur ce dossier, en plus de l'héritage politique que j'ai mentionné. Il y a aussi un obstacle technique qui concerne la difficulté de réparer les 3 lignes de Nord Stream 2. Donc cela prendra du temps. Cela nécessitera des investissements. Nord Stream 2, so it will take time, it will take investments, and Americans, by the way, will have to make exemptions. Et d'ailleurs, les Américains devront faire des exceptions à leur propre législation, qui impose des sanctions contre ceux qui fournissent des navires pour les gazoducs, n'est-ce pas? Ils devront donc reconsidérer leur propre législation. Et, d'un point de vue politique et économique, les Américains se sentent plutôt à l'aise en occupant le marché énergétique de l'UNMMI. Ainsi, le retour du gaz naturel russe pourrait aller à l'encontre des intérêts à long terme des États-Unis. Et Trump, dans ses critiques de 2019-2020, a utilisé exactement cette logique économique, n'est-ce pas? Il sera donc difficile de justifier cette coopération. Pour faire court, je n'adhère tout simplement pas à l'idée, ni aux spéculations sur une coopération américano-russe dans ce domaine. Mais je peux bien sûr me tromper. Nous verrons bien. Parce que, eh bien, j'ai fini par penser qu'il était prévisible qu'à un moment donné, les Européens, s'ils veulent relancer leurs économies, devront rétablir une coopération économique avec la Russie. Et en effet, pour les Américains, il serait également dans leur intérêt que l'Europe ne devienne pas trop faible, qu'elle puisse se réindustrialiser ou accéder à l'énergie. Donc, si cela doit arriver de toute façon, il vaudrait mieux pour les Américains que tout se passe sous leur contrôle, je suppose. Eh bien, je ne dirais pas que l'accès aux ressources énergétiques russes est un facteur majeur dans la réindustrialisation de l'Europe. Il y a de nombreux autres facteurs, même si l'énergie compte, bien sûr. Et le gaz naturel russe est toujours présent sur le marché, mais en volume et proportion bien moindres, n'est-ce pas? Donc ce n'est qu'un facteur parmi d'autres, important, mais pas le principal, selon moi. Et en ce qui concerne la coopération économique entre les États-Unis et la Russie, elle était déjà très limitée avant le conflit en Ukraine. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie ne représentaient que la moitié de ceux entre les États-Unis et la Belgique. Donc la Belgique n'est pas l'un des plus grands pays de l'UMA, n'est-ce pas? Donc ce commerce était assez modeste. Et il n'a jamais été un facteur majeur dans les relations entre les États-Unis et la Russie, n'est-ce pas? Donc, politiquement, il ne serait pas gênant qu'il y ait un certain nombre de nouveaux projets entre Russes et Américains dans certains domaines, dans l'Arctique par exemple. Dans l'Arctique, il existe également des régimes de sanctions qui excluent la participation des entreprises américaines à ces projets. Il faudrait révoquer, lever ou suspendre ces régimes de sanctions, n'est-ce pas? Donc, en résumé, je ne vois pas de raison stable et bien fondée pour une coopération entre les États-Unis et la Russie sur Nord Stream 2. Je pense que vous avez probablement raison. Je veux dire, je comprends la logique derrière cela, mais je ne vois pas les choses se dérouler de cette façon.
La dernière chose dont je voulais vous parler concerne un autre article que vous avez écrit, que j'ai trouvé intéressant. Je connais Ryan Mullerson. Il avançait un argument similaire en comparant la situation actuelle des États-Unis avec celle de Gorbatchev et de l'Union soviétique. Eh bien, son argument est essentiellement le même. Les États-Unis se sont mis dans une position très difficile et doivent se réformer en profondeur. Mais tout comme Gorbatchev, qui a tout cassé en essayant de réparer le système. Pourriez-vous donc développer votre argument? Comment voyez-vous la possibilité que les États-Unis suivent le chemin de l'URSS? Je veux dire aux États-Unis, un argument clé contre l'ordre hégémonique était que si les États-Unis tentaient de construire ou de maintenir un empire mondial ou une hégémonie, au lieu d'accepter un monde multipolaire, la prédiction était que les États-Unis finiraient par s'épuiser avant que d'autres puissances ne viennent les contrebalancer, comme les BRICS, ce que l'on observe aujourd'hui, en opposition aux États-Unis. Et avec cette lassitude, on le constate sur le plan économique, ce que vous avez vu. On voit des problèmes sociaux s'accumuler, ce que nous avons observé, la polarisation politique, la violence politique. Donc, encore une fois, la situation n'est pas bonne. Il faut opérer d'énormes changements, et il se pourrait qu'ils échouent dans ce processus. Je ne suis pas sûr que quiconque dans le monde profiterait réellement d'un effondrement de l'Amérique. Il vaut mieux que l'Amérique accepte une position plus modérée dans le monde. Mais oui, cela étant dit, indépendamment d'être pour ou contre quoi que ce soit, qu'observez-vous? Comment voyez-vous cela? Pouvez-vous développer l'argument, je suppose? Eh bien, c'est un vaste sujet. Well, it's a big topic, and you're right that. Sujet important. Et tu as raison de dire que la similitude entre l'agenda de Trump et celui de Gorbatchev réside dans l'idée que les ressources doivent être concentrées, que leurs mauvais actifs doivent être réduits, et que ces mauvais actifs impliquent des charges géopolitiques excessives. Ainsi, pour l'URSS, il y a eu une tentative de sortir de la logique de la guerre froide et de réorienter ses dépenses excessives vers le développement. L'idée a échoué pour différentes raisons. L'une des raisons était l'état des institutions, la rapidité des changements et l'effondrement global du système politique. La fragilité du système, n'est-ce pas? Dans le cas des États-Unis, je ne crois pas que les conséquences seront les mêmes. Mais l'ampleur de la réduction de ces mauvais actifs serait différente, n'est-ce pas? Donc, il ne propose pas, disons, de sortir de la compétition et des rivalités sur la scène internationale. Les Américains essaient simplement de les reconfigurer, de rediriger les ressources, de se concentrer sur les axes qui leur semblent plus importants à l'heure actuelle, c'est-à-dire la Chine et non la Russie, afin de se débarrasser du piège du double endiguement. Je ne pense pas que ces changements mèneront à un effondrement externe aux États-Unis. Le système politique américain semble plus flexible et capable de s'adapter à ces défis. Donc cela ne conduira pas à l'effondrement des États-Unis, n'est-ce pas? Mais l'idée même de la notion d'actif toxique est en fait comparable à celle de Mikhail Gorbatchev. Je ne suis pas sûr que M. Trump recevra son prix Nobel comme l'a fait le président Gorbatchev par le passé, mais nous verrons bien sûr. Oui. Eh bien, je suis d'accord avec votre analyse à ce sujet. Je pense que les gens sous-estiment souvent la résilience de la République américaine, c'est-à-dire son propre système politique. Mais on dit souvent que les États-Unis poussent désormais un empire qui pourrait tuer la République. Donc je suppose qu'un point clé, je vois la principale faiblesse, essentiellement de Trump et des politiques de réorganisation de l'Amérique et du monde, c'est que cela représente davantage une menace pour l'empire que pour la République. Ainsi, vous écrivez, par exemple, sur la tentative de renforcer la position de la République américaine, de consolider une partie du contrôle qui implique certaines des politiques que nous avons vues, comme la menace de prendre le Groenland, des menaces plus ambiguës contre le Canada, ce qu'ils ont réellement fait avec le canal de Panama,
et ce genre de choses. Et aussi menacer de rapatrier l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan vers l'Amérique. Beaucoup de ces mesures renforceraient, je suppose, la résilience économique des États-Unis en tant que république. Mais cela tue l'Empire, n'est-ce pas? Si vous menacez vos alliés les plus proches, le principal problème, c'est que l'Empire a saigné ses ressources au profit de ses propres alliés. C'est d'ailleurs pourquoi Trump s'est retiré de l'ALENA et du partenariat transpacifique. Faire l'inverse ne serait-il pas bénéfique pour l'Amérique, mais néfaste pour l'Empire? Eh bien, je pense que c'est un point valable. Pour moi, ces menaces envers le Danemark à propos du Groenland et le trolling du Canada, il n'est pas clair dans quelle mesure c'est sérieux. Et je crois que c'est une erreur. C'est excessif. Par exemple, les Américains n'ont pas besoin de s'emparer du Groenland, car ils y ont déjà une forte présence militaire. Et le Danemark n'a jamais empêché les Américains de garder un pied dans le dossier du Groenland. Cela n'a jamais posé problème. À mon avis, c'est une erreur de trop exagérer cela et d'en faire un problème, n'est-ce pas? Je ne vois aucun avantage pour les États-Unis là-dedans. C'est pareil avec le Canada, non? Donc, ce trolling ou cette rhétorique de Trump a contribué au résultat des élections, de sorte que les forces politiques au Canada, qui étaient vouées à l'échec lors des élections, ont pu gagner, n'est-ce pas, en capitalisant sur cette menace de M. Trump. Et c'est une grande question pour moi. Quel est l'intérêt de cela? De rendre les alliés méfiants et hostiles envers les États-Unis. Probablement, il s'agit d'une tentative de montrer qui est le maître dans ce club, qui est au sommet, qui est le roi de la colline, n'est-ce pas? Et ici, M. Vance, le vice-président Vance, son discours à Munich allait également dans ce sens, de critique envers l'Europe, l'Union européenne, l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Donc, pour moi, c'est une grande question. Pourquoi? Je pense que cela pourrait être considéré à l'avenir comme une erreur de cette administration. Non, c'est probablement le cas. Je veux dire, tu as mentionné Vance. Il avançait aussi l'argument qu'il faut créer un récit, si tu veux, et bien par exemple s'emparer du territoire d'un allié clé. Et la déclaration qu'il a faite selon laquelle le Danemark ne se soucie pas du Groenland. Et aussi que le Danemark a été un allié terrible pour l'Amérique. Je veux dire, le Danemark a fait presque, non, pas presque. Ils ont fait tout ce que l'Amérique leur a demandé de faire. Donc ils ont été l'un des alliés les plus obéissants. Donc oui, c'est tout simplement factuellement faux, je suppose, de dire qu'ils ont été un mauvais allié. Donc oui, je suis aussi un peu perplexe, parce que c'est pareil avec cette déclaration contre le Canada. Je ne pense pas que quiconque de sensé croit que les Canadiens accepteraient réellement d'abandonner leur souveraineté et de devenir un État américain. Donc, je suppose que c'est ma question. Pourquoi feriez-vous cela alors? S'il n'y a aucune chance, vraiment aucune chance, pourquoi menacer leur souveraineté? Tout ce que vous ferez, c'est alimenter un sentiment anti-américain très fort au sein de la société. Donc, est-ce que c'est plus, comme vous l'avez dit, pour s'assurer que tout le monde accepte qui est le chef, ou est-ce que c'est plus lié à Trump en tant que personne? C'est difficile pour moi de... Oui, eh bien, c'est difficile pour moi aussi. Probablement. Eh bien, nous avions un homme politique en vue en Russie, M. Zhirinovsky, qui est décédé, mais il était célèbre pour ses propositions, disons, radicales et parfois populistes. Dans son bureau, il avait une carte de la Russie avec les frontières de l'Empire russe. Il aimait donc ce récit, et il était populaire auprès de certains segments de la société russe. Donc il est probable que M. Trump utilise les mêmes tactiques, en partie pour des raisons électorales. Il y a des segments de la société américaine qui adhèrent à cela, qui s'en amusent. Donc pour nous, pour ceux qui étudient les relations internationales et les pratiques,
C'est étrange, n'est-ce pas? Mais pour son électorat, voire même le co-électorat, c'est quelque chose qu'il considère comme un jeu d'enfant, non? Donc probablement, cela a plutôt une origine interne qu'externe. C'est une comparaison fascinante, cependant avec Jirinovsky, car je l'ai aussi vu sous cet angle. Je peux comprendre sa popularité à la sortie des années 90, lorsque la Russie avait été brisée et humiliée, puis qu'on voit quelqu'un qui revendique pratiquement l'Alaska et la Pologne aussi. Je comprends que lorsqu'on est humilié, on puisse utiliser cette rhétorique agressive de revendication de grandeur. Et bien sûr, cela attire une foule. J'imagine qu'aujourd'hui, les États-Unis traversent différentes, pas les mêmes, mais d'énormes difficultés. Ils ont toujours enchaîné les succès, mais maintenant ils sont affaiblis. Je comprends donc pourquoi quelqu'un affichant autant de force et bousculant même ses alliés peut sembler séduisant pour un public. Quoi qu'il en soit, Ivan Timofeev, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci encore. Merci Glenn. Au revoir.